Bonjour à tous. Aujourd'hui, on décortique un document qui pourrait redéfinir l'avenir économique et géopolitique de la République démocratique du Congo. L'accord de partenariat stratégique signé avec les États-Unis en décembre 2025. On entend tout et c'est le contraire. C'est une aubaine historique pour le pays. D'un côté, c'est une vente des patrimoines, un accord d'exploitation de non-évents. De l'autre côté, plutôt que de rester dans des slogans, je vous propose une analyse froide, article par article. On va poser les vraies questions et regarder ce que le texte dit réellement. La première question est celle qui est fondamentale, est de savoir de quoi s'agit-il vraiment. Au premier point, nous allons traiter ça. De quoi s'agit-il vraiment? Si je devais résumer cet accord en une phrase, c'est un cadre juridique conçu pour sécuriser l'approvisionnement des États-Unis en minerais critiques congolais en échange des promesses d'investissement, d'industrialisation, des transformations économiques et des soutiens. Bon, regardez le préambule, il est très parlant. Il cite la paix avec le Rwanda, bien sûr. Il insiste surtout sur des termes comme chaîne d'approvisionnement sûr, pour le minéraux critique, la sécurité nationale américaine et la compétitivité de ces industries de défense et de haute technologie. Le message sous-jacent est clair. Pour les États-Unis, cet accord est d'abord un enjeu de sécurité économique et militaire. Pour la RDC, l'objectif annoncé est de transformer ses ressources en développement, en industrialisation, en emploi. Tout l'enjeu est de voir si le mécanisme prévu permet vraiment ou s'il enferme les pays dans un rôle de simple fournisseur des matières premières. Le contexte de cet accord est venu dans un contexte géopolitique contemporain marqué par la rivalité économique sino-américaine, mais aussi dans la géopolitique régionale marquée par la guerre. Dans la partie orientale de la RDC, la guerre du M23 AFC soutenue par l'armée rwandaise contre la République démocratique du Congo. Le deuxième point, et la deuxième question la plus aussi importante, concerne un mécanisme clé, la réserve d'actifs stratégiques, à l'article 4. La question fondamentale ici est comment ça marche concrètement pour attribuer les mines. C'est le cœur même de l'accord. L'article 4 crée une liste spéciale, la réserve d'actifs stratégiques. Cette liste, c'est les catalogues de mines et gisements plus importants en cuivre, cobalt, lithium et j'en passe. Le processus est ultra structuré et très favorable aux Américains. Premièrement, les droits des premières offres exclusifs. Ces droits, définis à l'article 7, stipulent que quand un projet entre dans cette réserve d'actifs stratégiques, seuls les investisseurs américains ont le droit de faire une première offre bien sûr, pendant 3 à 9 mois. Deuxièmement, si aucun Américain ne prend, alors seulement les investisseurs dits alliés, définis plus tard, et qui excluent clairement des pays comme la Chine, l'Iran, la Russie, peuvent se manifester. Et troisièmement, c'est les critères décisifs définis à l'article toujours 7.5. Pour être accepté, un projet doit prouver qu'il soutient l'écoulement vers le marché américain. Donc votre plan minier doit donc plaire à Washington. Ce que la RDC gagne, en théorie, cela attire de grands groupes américains, plusieurs investisseurs avec des capitaux massifs et de hautes technologies. Cela peut structurer le secteur économique de la RDC et surtout intravertir notre économie, vu que l'industrialisation sera locale. Voilà. Le risque majeur pour la RDC, c'est une marginalisation programmée de ses autres partenaires historiques. C'est aussi une perte. Donc, cela pourrait aussi être une perte de souveraineté discrète. L'article 4 dit que la RDC ajoute des actifs à cette liste en consultation avec les États-Unis d'Amérique.
La frontière maintenant entre consulter et obtenir un accord peut devenir très mince, à mon avis. Le troisième point, et la troisième question importante aussi, qui décide vraiment de la mise en œuvre? Ici, et à ce point, nous allons parler du comité de pilotage conjoint, JSC. C'est probablement l'article le plus important en termes de rapport de force. L'accord crée un comité de pilotage conjoint, JSC en cycle, 5 représentants américains et 5 représentants congolais. Ça a l'air équilibré. Mais regardez ces pouvoirs, Ils fixent les lignes directrices sur où doivent aller les minerais. À l'article 6.9d, en cas de route, en cas des doutes sur l'éligibilité d'un investisseur, la RDC ne peut rien signer tant que le JSC n'a pas tranché. Ça, c'est ce que dit l'article 6.10. C'est un droit de veto déguisé selon ma grille de lecture. Si un projet change de propriétaire et tombe aux mains d'un acteur non désiré, exemple la Chine, la RDC doit bloquer ces changements. Là, nous sommes à l'article 6.11. Ce que la RDC y gagne réellement, c'est une instance de dialogue direct de haut niveau, une coprésidence symbolique, selon moi. Les pièges géopolitiques est qu'en pratique, ce comité devient l'organe de contrôle de l'accord. Donc, toute décision importante passe par lui. La RDC devra alors y déployer une expertise technique et juridique massive pour ne pas se faire déborder. La souveraineté s'exerce désormais dans une cage de verre binationale. Le quatrième point et la quatrième question. La quatrième question primordiale aussi, c'est est-ce que l'accord impose des changements en RDC? Des engagements contraignants. Ce que doit faire la RDC? À la question, la réponse est oui. Et c'est très concret. Ce ne sont que des intentions. Premièrement, l'accord impose la modification de la loi. Dans son article 12.d, la RDC s'engage à modifier son code fiscal minier dans les 12 mois pour y inclure des avantages précis pour les investisseurs américains. La stabilité fiscale de 10 ans, remboursement accéléré de la TVA, les guichets uniques central. La RDC aussi, donc une autre imposition, c'est que la politique d'exportation doit être sous surveillance. Toujours l'article 12.5. La RDC doit notifier à l'avance les États-Unis des taux changements sur les quotas d'exportation de cobalt et leur fournir des briefings trimestriels. On est au-delà de la transparence. On est dans la consultation obligatoire sur une politique souveraine. L'accord impose aussi les objectifs logistiques contraignants. Dans son article 9.6, la RDC s'engage à exporter 50% de son cuivre, 90% de son zinc et 30% de son cobalt via les corridors de Lobito, qu'elle modernise avec l'aide américaine. Mais je me demande, si vraiment l'intention et l'accès à l'Atlantique, nous avons le port des bananas. Le port des bananas peut régler l'affaire via les corridors Sakanya-Banana. C'est mettre une grande partie, selon moi, de ces revenus d'exportation dans un seul panier, le panier des corridors de Lobito, qui est d'ailleurs contrôlé conjointement. Au point 5 et à la cinquième question aussi pertinente, est de savoir qui sont les amis et qui sont les exclus de cet accord. Donc le point 5, c'est le jeu de définition que je qualifie l'exclusion géopolitique. Nous sommes aux annexes, annexe 1 et annexe 2. C'est dans les annexes que se cache la dimension géopolitique la plus forte. L'accord définit avec précision qui est une personne américaine, qui est une personne alliée. Le plus frappant, c'est la définition d'un pays couvert, à l'annexe 2. C'est une référence directe à une liste du droit américain qui désigne ses adversaires stratégiques, très probablement la Chine, la Russie et peut-être l'Iran. Donc la conséquence est très radicale à ce niveau. Une entreprise où ces pays couverts détiennent plus d'un tiers des capitales est exclue du bénéfice de l'accord. Pire, l'annexe 1 prévoit que pour le projet existant, donc
que pour le projet existant, ceci devra passer de 20% après 10 ans, puis 10% après 20 ans. C'est une éviction progressive et légale des intérêts d'autres acteurs, notamment des acteurs chinois du secteur minier stratégique congolais. C'est là que l'accord de passe l'économie et devient alors l'instrument de réel politique. La RDC enseignant prend parti dans la guerre froide technologique entre les États-Unis et la Chine. Les risques, c'est de se retrouver en porte-à-faux avec son plus grand partenaire commercial actuel. Que dirais-je en conclusion? Ces partenariats, c'est les partenariats stratégiques ou une relation asymétrique? Alors, cet accord est-il une bonne ou une mauvaise nouvelle pour la RDC? La réponse n'est pas binaire. Il faut les voir comme un pari à très haut risque avec un potentiel de gain très élevé. Si réellement cet accord est mis en place, l'idée de cet accord est mise en place, les investisseurs américains sont venus, ont amené des capitaux massifs. Je vous assure, le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, nous a donné l'indépendance économique que nous cherchons depuis des années. Mais cela est à des conditions extrêmement contraignantes. Les opportunités pour la RDC sont très réelles. Attirer des investissements structurants dans les mines, dans les infrastructures, notamment l'Obito, Grand Inga, les projets de Grand Inga, là, si réalisés réellement, va nourrir toute la RDC en électricité, va nourrir les industries de la RDC, va vraiment aider à la transformation locale, mais aussi va nourrir une partie de l'Afrique en électricité. Une autre opportunité est que la RDC va bénéficier d'un transfert de technologies et des standards. Les Américains, du point de vue technologique, sont un peu en avance. Je peux dire même devant d'autres acteurs, notamment la Chine, la Russie ou bien même l'Union européenne. Une autre opportunité est que nous allons utiliser les leviers américains pour consolider la paix régionale et la gouvernance. Si réellement cet accord nous amène la paix, n'est-ce pas une meilleure opportunité? Vu que c'est la paix est le début de tout développement. Vous ne pouvez pas vous développer étant en guerre. C'est simple que ça. Et d'ailleurs, c'est l'idée même que nos propres négociateurs sont partis avec à la table des négociations. Donc, ramener la paix dans notre pays. Mais les risques et les pièges sont aussi profonds. Le premier piège que j'ai décortiqué, c'est les pièges de souveraineté. L'ingérence dans les décisions législatives, fiscales et commerciales via des comités conjoints et sans précédent. Les pièges de dépendance. En s'éliant les mains sur les débouchés, donc les marchés américains et les routes d'exportation, l'Obito, la RDC donc, réduit sa marge de manœuvre et sa capacité à jouer sur la concurrence entre acheteurs. Les derniers pièges que j'ai décortiqués est d'ordre géopolitique, c'est l'exclusion systémique des pays couverts. C'est là aligne la RDC sur la politique étrangère américaine avec des conséquences diplomatiques et économiques imprévisibles. Et au final, qui a le plus d'avantages? C'est très sensible à ce point-là. Je ne suis pas pessimiste, mais objectivement, les États-Unis ont le plus d'avantages parce qu'ils obtiennent ce qu'ils voulaient, un accès garanti, prioritaire et verrouillé aux minerais les plus critiques de la planète, avec des leviers de contrôle sur place. C'est une victoire stratégique majeure dans leur course à la sécurité d'approvisionnement, mais aussi au containment de l'influence chinoise en Afrique centrale. Mais pour la RDC, la signature n'est que le début. Le vrai test sera la mise en œuvre. La RDC va aussi y gagner. N'oubliez pas, je vous ai dit, cet accord est à haut risque, mais aussi avec des gains très élevés. La RDC obtiendra la paix, mais aussi l'indépendance économique. Tout dépendra alors de la capacité de l'État congolais à négocier pied à pied au sein du comité conjoint, à faire respecter ses intérêts nationaux et à utiliser ces investissements non pas pour extraire plus, mais pour transformer réellement son économie. Le pari est lancé.
Les dés sont jetés. Reste à voir comment la RDC jouera sa main dans ces jeux d'échecs géopolitiques où elle est à la fois un pion essentiel et un joueur obligé. Merci de votre attention.